Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler d'Europa Park. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. On va donc parler de l'incroyable travail qu'effectue Europa Park durant cette période d'hivernage ainsi que voir un petit peu les nouveautés que nous réserve le parc. En premier lieu, le parc a annoncé, je crois, début janvier, la fermeture de 3 attractions. Il s'agit des radeaux de la jungle, du dôme des rêves ainsi que du vol d'Icare. Mais il y a une petite subtilité, le dôme des rêves ainsi que le vol d'Icare ferment bien définitivement, mais les radeaux de la jungle semblent recevoir une toute nouvelle thématisation. Bon, ce qui va suivre est à prendre évidemment avec des pincettes, parce qu'encore une fois, rien d'officiel n'est annoncé, mais évidemment, on a tellement de pistes qui vont dans ce sens que bon, ça nous conforte dans l'idée que ça va arriver. Suite à ces annonces, le parc a partagé une vidéo on-ride, donc dans l'attraction, visant à faire déjà un dernier tour des radeaux de la jungle, mais aussi il y avait incrusté quelques petits indices à droite à gauche qui donc ont laissé penser aux fans et même ont plus ou moins confirmé aux fans qu'il s'agirait donc d'une attraction qui serait sur le thème de l'Autriche, donc Sicile impératrice, etc. et qui sera donc rattachée à ce quartier. Les 2 attractions qui disparaissent, elles, devraient visiblement faire de la place afin d'accueillir le nouveau quartier, enfin le futur quartier thématique du parc. Et donc, logiquement, de nouvelles attractions. Mais encore une fois, rien n'est confirmé et de toute manière, on n'a aucune date pour la réouverture des radeaux. Pour ce qui est de l'hivernage, le parc a vu les choses en grand. Car, vous le savez sûrement, mais durant cette période de fermeture entre 2 saisons, il y a donc quelques mois qui servent généralement au parc pour entreprendre donc de grosses rénovations et puis tout simplement les petits chantiers qu'il y a à faire à droite à gauche pour entretenir le parc. C'est comme ça dans tous les parcs saisonniers du monde et c'est un système un peu différent de ce que l'on peut retrouver notamment à Efteling ou à Disneyland pour ne citer que, qui sont ouverts toute l'année et qui donc doivent au cours de l'année fermer les attractions pour les refaire. D'ailleurs, ça a été le point de départ de cette série de vidéos, donc EDB World, qui était parti de cette idée-là que l'hiver, il n'y a pas de vidéo de parc, mais il y avait d'autres choses très intéressantes à voir parce que les parcs, ils en profitaient pour soit construire de nouvelles attractions, soit tout simplement rénover celles qui étaient déjà existantes. Bref, dans un premier temps, le parc a décidé de revoir un petit peu des sections de Poséidon. C'est un water coaster qui a ouvert en 2000, qui est plutôt long, c'est un très long water coaster. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est ce terme, water coaster, je vous mets une vidéo en fiche qui vous l'explique. Poséidon est donc très vieux et c'est un secret pour personne, mais durant le parcours, il fout de sacrés coups aux visiteurs, ça veut dire qu'il est violent. C'est donc important, déjà quand on a une vieille attraction, mais en plus qu'elle est de base pas hyper agréable, de revoir les sections. Ça se fait de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de vieilles machines finalement, et qu'on aimerait bien les préserver, mais c'est tout à fait normal et c'est une rénovation entre guillemets, bien qu'un peu spectaculaire et un peu différente de ce qu'on retrouve chaque année. Au final, c'est une suite logique à l'entretien global de l'attraction. J'entends par là qu'il ne faut pas s'attendre à un parcours totalement smooth après ces quelques rénovations, mais bien donc une structure qui tiendra peut-être un peu plus longtemps et peut-être, j'espère, qu'ils auront réussi à régler quelques chocs, parce que c'est vrai que c'était assez localisé quand même, en tout cas les plus gros, durant le parcours, et donc s'ils arrivent à juste modifier le rail, le renforcer à un endroit pour plus qu'il y ait ce choc au niveau du véhicule, là on dit banco, je sais pas si ça sera fait, mais en tout cas ce sera juste un peu mieux qu'avant, mais ce sera pas non plus une grosse différence et totalement smooth, ça n'y comptez pas. Il y aurait une autre raison, en tout cas une raison supplémentaire pour que le parc s'occupe de ce coaster cette année, mais bon, ça va prendre avec du recul parce que je manque sérieusement d'indices à ce sujet, mais j'ai cru comprendre que les organismes de sécurité, en tout cas qui valident les ouvertures d'attractions, notamment la TÜV, là ils avaient dit ça risque de pas trop passer, non pas parce qu'elle est dangereuse, loin de là, mais juste parce que elle peut devenir un peu trop violente et donc c'est pas bon pour quand on est dans une attraction qu'elle soit trop violente, et donc il se pourrait que ce soit eux qui demandaient une petite modification des voies. Ça, c'est encore une fois, je vous dis, c'est pas vraiment sourcé, donc je peux pas l'affirmer, mais ce serait une piste également pour que le parc choisisse de rénover Poséidon cette année. Dans le même esprit, ils refont une section de voie du coaster en bois Wodan. Bon, là c'est carrément régulier, c'est-à-dire qu'un coaster en bois, ça s'entretient d'année en année,
Parce que sinon, il ne dure pas dans le temps, tout simplement. En fait, il faut comprendre que le passage à répétition des trains remplis de passagers, à haute vitesse en plus, ça abîme les voies. Donc les parcs ont plusieurs possibilités. Déjà, tous les ans, ils doivent changer les endroits très localisés qui vont donc poser problème, qui ont pris trop de chocs, ça arrive, surtout les virages avec le plus de force, etc. Et puis, si ils le décident, et c'est la meilleure chose à faire, l'entretenir tous les ans, c'est-à-dire voilà, changer 100-200 mètres de voie tous les ans, afin de l'entretenir sur un long terme et de le faire durer dans le temps. Parce que s'ils ne font pas ça, en fait, au bout de 10 ans sans aucun remplacement de rails, avec juste des petits colmatages de bois à droite à gauche, à la fin, le coaster, il faut soit refaire toute la voie, soit le virer parce que qu'est-ce qui se passe? Il est trop mal entretenu et si le parc n'a pas les moyens de l'entretenir davantage, ça marche plus. C'est un peu ce qui se passe avec Anaconda à Alligator qui n'a clairement pas été bien entretenu et qui a dû subir un retracking qui a été raté au possible. Bref, il y a plein d'histoires autour de ce coaster. Mais du coup, ça en fait, déjà, c'était pas un coaster génial, ça en fait une très mauvaise machine aujourd'hui pour ces raisons-là. Et en plus, il tape un petit peu, etc. Enfin, c'est vraiment pas, voilà. On sent que lui n'a pas été bien entretenu, mais ça coûte une blinde et aucun parc qui n'a de wooden, donc qui n'a de coaster en bois, n'échappe à cette règle. C'est tous les ans des centaines de milliers d'euros qui partent dans l'entretien du coaster en bois. Autre chose, et celle-là m'attriste un petit peu contre toute attente, c'est le démontage et la suppression de l'antenne parabole géante qui était présente depuis 25 ans dans le parc. Cette dernière servait de décoration au quartier russe, si je dis pas de bêtises, et était donc présente dans le parc sans aucune autre utilité, juste posée là en guise de décor. À l'origine, elle aurait dû être détruite, si je dis pas de bêtises, elle était située donc à 1 km du parc. Je sais plus si c'était un usage militaire ou scientifique qui en était fait, mais en tout cas voilà, elle aurait dû être détruite. En fait, le parc l'avait rachetée afin de l'installer dans le parc et donc, comme je vous l'ai dit, d'en faire une décoration. Mais du coup, je trouve que c'est ça aussi qui fait le charme d'Europa Park, c'est la réutilisation d'objets qui ont vraiment servi et qui sont donc ensuite mises dans le parc et qui ont une utilité simplement décorative, mais du coup c'est une réutilisation et ça fait l'âme d'un parc parce que ce sont de vrais objets, c'est pas des choses qu'on a créées spécialement pour coller une thématique dans un parc, ce qui est très bien aussi, mais je trouve que ça changeait et ça faisait voilà un petit truc en plus. Et d'ailleurs Europa Park en est entièrement rempli, il y a beaucoup en tout cas de réutilisation de vraies structures. Je crois que c'est la gare du Floum, c'est une ancienne ferme qui aurait dû être démontée, le parc l'a racheté et hop, l'a remis en guise de gare. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, mais en tout cas, il y a plein de petites choses comme ça qui sont reprises à droite à gauche, comme la station Mir, dans la station d'entraînement Mir, je crois, qui est au-dessus d'Euromir, justement. Et donc voilà, c'est des choses comme ça qui ont vraiment eu une utilité à un moment donné et qui sont réutilisées dans le parc. Et ça, moi, je trouve ça génial. Donc forcément, j'aimais bien cette structure, mais je comprends tout à fait que le parc s'en sépare, déjà pour faire de l'espace, mais aussi parce que voilà, il faut qu'un parc ça évolue, et donc au bout d'un moment, il faut aussi se séparer de ces choses-là. L'antenne a eu 25 ans de rab, enfin 25 ans de non-utilisation, mais voilà, d'utilité visuelle en plus que ce pourquoi elle était destinée, et ça je trouve ça déjà très bien. Je dois quand même préciser que beaucoup de passionnés, ou en tout cas de visiteurs d'Europa Park, trouvaient cette structure vraiment très moche, et eux, pour le coup, sont ravis qu'elle disparaisse. Autre rénovation d'envergure, il s'agit du bâtiment accueillant l'attraction Cancan Coaster, enfin Eurosat Cancan Coaster. Cette sphère emblématique d'Europa Park, qui avait été inspirée à l'époque par la sphère un peu du même genre qui se trouvait dans un parc Disney donc nommé Epcot aux États-Unis, avait cruellement besoin d'un rafraîchissement parce que clairement elle faisait un peu la gueule. Déjà de l'extérieur on voyait que les plaques commençaient à souffrir juste de l'effet du temps, mais aussi à l'intérieur parce que une fois on avait fait les frais avec Emma lors de notre dernière visite, donc je vous mets vidéo en fiche si ça vous intéresse. En fait, il pleuvait des trompes d'eau dehors, on s'est dit cool, on va faire Cancan Coaster, c'est en intérieur. Et quelle ne fut pas notre surprise quand on a commencé à recevoir de l'eau à l'intérieur de l'attraction. Emma, je crois que c'est la première fois qu'elle faisait, et elle m'a dit mais il y a des effets d'eau ou c'est moi? Je dis non, il n'y a pas d'effet d'eau, pas à ma connaissance. Et puis normalement on rase un peu le sol du bâtiment et on voit en fait des flaques d'eau qui s'étaient formées parce que ça goûtait quand même pas mal. Et là je dis ah ouais c'est chaud en fait, les plaques elles fuient vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est pour vous prouver entre guillemets la nécessité d'entretenir ce dôme. Le parc a donc entrepris la rénovation des 1500 plaques qui recouvrent cette sphère. Ce qui nous laisse avec des images magnifiques, très spectaculaires de l'attraction Cancan Coaster qui n'est normalement jamais visible de la sorte. Et pour notre plus grand plaisir, le parc s'en donne à cœur joie et partage quasiment tous les jours de nouvelles images de cette rénovation. En plus, vu qu'ils doivent donc
enlever les plaques, les poncer, les repeindre et les remettre à leur place, hein, les numérotants, etc. Beau bordel encore cette histoire. Et ben bref, ils doivent forcément en fait y aller par étapes. Donc ils ont commencé en bas et ils montent de plus en plus. Et du coup on voit des photos très différentes à chaque fois, on voit des sections du parcours toutes différentes, donc c'est assez marrant et au final nous on est très contents parce qu'en plus d'avoir une vue assez atypique sur l'attraction, on a des photos magnifiques. Alors je sais pas pourquoi ils ne les remplacent pas directement, c'est-à-dire les jeter et en mettre de nouvelles, peut-être que ça coûte juste beaucoup trop cher et que bon, il n'y a pas besoin, hein, si on les rénove correctement, qu'on les remet, qu'on met du bon joint entre les deux pour pas que l'eau elle rentre, il n'y a pas de problème. Mais aussi je pense que elles sont très difficiles à refaire parce que c'est très vieux et que peut-être la société qui les avait fait à l'époque n'existe plus aujourd'hui, et en fait il faut comprendre que ce ne sont pas juste des triangles tous identiques, il y en a peut-être plusieurs centaines différentes, des figures en tout cas pour les triangles. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut qu'elles épousent la forme du dôme, donc elles sont toutes très différentes, donc c'est assez impressionnant, et je pense qu'ils ont peut-être pas forcément les plans, enfin j'en sais rien, mais en tout cas c'est peut-être très compliqué à refaire, enfin, en tout cas à reproduire d'une nouvelle fois, donc ils se sont dit bon on va juste foutre un grand coup dessus, que ça tienne encore 20 ans comme ça. Mais pour le coup, je trouve ça très très bien parce que ce dôme on avait vraiment besoin. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ce qui complexifie encore un peu cette rénovation, c'est que le dôme mesure 43 mètres de haut, ce qui est quand même une sacrée hauteur quand on a donc cette structure à refaire. C'en est donc fini de la partie hivernage, simplement rénovation du parc. Bon, il y a d'autres petites choses à droite à gauche, hein, vous vous en doutez, mais là c'était vraiment les grosses rénovations, les gros chantiers de cet hiver 2021-2022. Mais je n'en ai pas encore fini avec Europa Park. En effet, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ce parc propose via un site internet une série documentaire de 6 épisodes au sujet de l'histoire d'Europa Park. Il est disponible sur le site internet créé pour l'occasion, enfin c'est une sorte de Netflix entre guillemets, mais fait par Mac Media, donc une branche de la société Mac et donc d'Europa Park, etc. qui donc a créé un site internet qui se nomme Vijoy, et donc c'est un visionnage totalement gratuit, on a juste à s'inscrire et on peut voir la série documentaire gratuitement. Cette série documentaire est vraiment excellente, j'ai adoré la regarder, c'est 6 épisodes de 10 minutes donc c'est relativement court, mais franchement c'est hyper bien fait, hyper bien filmé, les images sont dingues, l'histoire est franchement intéressante, on découvre pas mal de choses, et puis évidemment on a ce petit plus qui fait qu'on apprécie vraiment le documentaire, c'est qu'il y a une musique d'intro avec une très très belle intro et qu'elle est réalisée par Imascore, si je peux vous dire un petit peu à quel point cette musique est folle. Et bref, en tout cas je suis très content parce que vraiment le documentaire est excellent. Donc au niveau qualité, rien à dire, franchement parfait, c'était un régal à regarder. Après bon, évidemment ils sont un petit peu le meilleur parc du monde, Europa Park, bon c'est normal, l'inverse m'aurait étonné parce que déjà, il faut qu'ils se valorisent, étant donné que c'est leur documentaire, donc ils ont bien raison de se mettre en avant. Mais voilà, c'est vrai que soyez pas étonnés si à un moment ils disent le meilleur parc du monde. Oui, c'est selon certains sondages, en tout cas certains votes, et donc ils ont gagné des prix. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent se revendiquer en tant que meilleur parc du monde. Mais voilà, soyez pas étonnés, c'est un petit détail. J'apprécie moins par contre quand on dit que Silver Star est une attraction à sensation forte qui encore aujourd'hui marque les esprits et finalement fait partie des attractions les plus sensationnelles. Ah, vous voulez pas venir celle-là, hein. Non, pour le coup, évidemment, je suis obligé quand je parle d'Europa Park de faire mon petit point critique sur Silver Star. Voilà, n'y voyez aucune offense, c'est simplement une blague, un petit running gag à force. Mais voilà, pour le coup, il le revendique, ce qui fait qu'à la base, c'était quand même l'idée principale, faire des sensations très fortes sur cette attraction, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas. Mais bref, en dehors de ça, il le revendique, ce qui fait que voilà, c'est une volonté de leur part de faire des sensations. Donc il faudrait qu'ils en aient maintenant des sensations. Alors évidemment, je suis obligé un petit peu de me justifier parce qu'on va encore dire oui, mais toi t'aimes pas Europa Park, t'es pas la cible, blablabla. Alors que c'est complètement faux. Bref, cette nouvelle aparté est terminée et je vous invite évidemment à foncer voir ce documentaire parce que bon, quoi qu'il en soit, il est génial. Je vous mets un lien en description si ça vous intéresse, histoire que voilà, vous ne soyez pas perdu, vous cliquez dessus. Et non, pour le coup, vraiment, allez le voir, ça dure pas très longtemps, c'est en français, donc foncez, enfin en français ou en anglais, je pense, comme vous voulez. En tout cas, il existe en français, donc allez le voir. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, durant le 6e épisode, il y a un petit indice qui se glisse dans ce documentaire. Et quand je parle d'indices, je parle évidemment d'indices sur de prochaines attractions, de prochaines nouveautés. Et en fait, on est dans une pièce et le narrateur parle de ce qu'il y aura plus tard dans le parc, voilà, que le parc nous réserve plein de surprises, plein de nouveautés, ce qui est très encourageant de base. Mais dans cette pièce, on a une télé au fond avec 2 images. La première, c'est un concept art et la deuxième, c'est une vidéo on-ride, donc une vidéo dans une attraction qui
qui nous présente une attraction du coup. Il s'agit de Dynamite, qui est un type de coaster nommé Big Dipper du constructeur MacRides. Et bon, là je suis conscient que s'il y avait encore des non-initiés donc au parc et au coaster qui suivaient encore cette vidéo, je les ai totalement perdus. Je vais quand même récapituler. MacRides est un constructeur de montagnes russes, entre autres, qui travaille étroitement avec Europa Park parce qu'en fait ils ont été créés par la même famille, hein, je vous ai dit c'est plein de branches qui connectent toutes leurs sociétés MacRides, MacMedia et donc Europa Park. Et Europa Park est devenu au fil du temps une vitrine à ciel ouvert de l'entreprise Mac. Donc à Europa Park on retrouve énormément de modèles de ce constructeur là. Et alors ce constructeur a développé un jour un Big Dipper, donc c'est une attraction, voilà, un type d'attraction qui s'est vendu en 2 exemplaires dans le monde, ce qui n'est pas beaucoup pour le coup. Et donc ce sera cette attraction qui ouvrira en 2023 à Europa Park. Et quand je dis cette attraction, c'est ce type-là, hein, Big Dipper, pas le même parcours que Dynamite. Et bon, ça on le savait déjà plus ou moins, hein. Juste là ça confirme totalement que c'est bien ce type d'attraction qui prendra place bientôt dans le parc. Pour ce qui est du concept art, là on part aussi sur des bonnes spéculations, donc je vous invite à prendre pas mal de recul sur ce qui va suivre. Il s'agirait d'un thème sur l'électricité avec donc au centre de cette thématique évidemment Nikola Tesla, qui prendrait place dans un quartier croate. Beaucoup d'indices vont dans ce sens-là, alors je ne les ai pas répertoriés parce que déjà, vu que ce sont que des spéculations, ça sert à rien de rajouter voilà, du feu dans la cheminée de la spéculation, c'est une expression très bizarre, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a beaucoup d'indices qui vont dans ce sens, et moi pour le coup, si ça peut se passer comme ça, donc sur l'électricité avec donc Nikola Tesla, oui, clairement je signe, et je trouve ça très bien, et le concept art est de toute beauté, c'est quasiment rien, mais je trouve ça magnifique. Pour l'attraction, on verra bien, hein, au moment de son ouverture, en tout cas de sa réalisation, quand on aura plus d'infos dessus, si elle est sensationnelle, en tout cas je veux dire vraiment sensationnelle. Donc Exit, Bluefire, Silver Star, on veut qu'Europa Park nous montre qu'ils sont également dans ce domaine des leaders parmi les meilleurs qui existent, avec donc une attraction à grosse sensation. Ce qui est selon moi le seul vrai point noir d'Europa Park, c'est-à-dire le manque, non pas de sensations, parce qu'il y a quand même un petit peu dans le parc, on va pas se mentir, mais de grosses sensations, en gros, d'une attraction phare qui mette tout le monde d'accord, je ne cesse de répéter, et c'est pour ça que je me permets aussi de tacler Silver Star entre autres, mais ou Bluefire des fois un petit peu, même carrément, mais en fait ce sont de bonnes attractions en soi, elles sont pas mauvaises, loin de là, en tout cas voilà, on les fait avec plaisir, ça dure pas vraiment beaucoup, enfin c'est très confortable et franchement c'est cool. Néanmoins on a on manque ce gros punch, ce gros coup dans la gueule qu'on peut avoir dans d'autres parcs, notamment je vais prendre des exemples pour vous imaginer un petit peu, mais Conda à Walibi Belgium, The Ride to Happiness à Plopsaland ou alors Untamed à Walibi Holland sont 3 attractions phares qui en Europe elles rayonnent déjà pas mal, et donc dans ces parcs respectifs en fait elles ont cette aura, et c'est donc un peu l'attraction phare, l'attraction vitrine, et c'est très important, surtout quand on sait déjà que The Ride to Happiness c'est une réalisation MacRides, donc c'est le constructeur, donc déjà on sait qu'ils pourraient avoir ce type de machine chez eux, s'ils s'en donnaient les moyens, mais surtout, je comprends pas pourquoi un constructeur de montagnes russes ne fait pas dans son propre parc un truc qui fout des claques à tout le monde. Et là on serait ok, d'accord, ok, Europa Park numéro 1, parce que comme je vous l'ai dit, il manque pas vraiment de sensation en tant que tel, il manque d'une attraction phare à sensation. Ce qui fait que ça mettra en lumière toutes les autres attractions, parce qu'on aurait donc une sorte de pyramide des sensations, on pourrait partir du plus bas, du kiddie coaster, attraction pour enfants, au truc le plus haut, c'est-à-dire un truc monstrueux qui est en Europe, mais tout le monde d'accord. Un peu comme EGF, donc Expédition de GeForce à Holiday Park, lui ça fait je crois 20 ans qu'il existe, et on en parle encore, et je regardais des tops américains sur des classements américains de coasters, il existe encore dans les classements, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, face à des trucs genre des RMC, des choses comme ça, des gros coasters, il est toujours parmi les 20-25 premiers, et c'est genre impressionnant pour un coaster aussi vieux, et c'est voilà, c'est ce genre d'attraction là qu'il faut à Europa Park, et évidemment du constructeur Mac. Après je m'emballe peut-être un petit peu parce qu'un Big Dipper c'est pas le truc qui va foutre des claques à tout le monde, mais s'il est vraiment bien réalisé, il peut, sans même être super haut ni rien, procurer de plein d'airtime, de choses comme ça qui seront tellement intéressants, et que ça en fera un très bon coaster. Puis si la théma va très bien autour, si on a une partie d'arcade, j'en sais rien. Si on a quelque chose, un package en fait, genre Taron, hein, un truc sensationnel, mais en plus très bien intégré, ça peut aussi faire le taf, on verra. Mais voilà, faut vraiment quelque chose de sensationnel. Après, à droite à gauche on me dit oui ce sera mieux que tous les autres coasters qui existent, d'un autre côté on me dit non, j'ai entendu dire, il a été annoncé que ce sera moins bien que ne serait-ce qu'un Bluefire en termes de sensation. On verra, je sais pas, je n'espère pas, après peut-être, hein, si c'est la décision du parc, libre à eux, là pour le coup je serais très attristé, mais en dehors de ça voilà, on verra. Moi pour l'instant je reste dans ma bulle à me dire ils vont quand même faire une bonne attraction de sensation qui nous fera plaisir, et bon de toute manière je pense que cette nouveauté sera plaisante pour nous les passionnés de parc. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser que niveau communication, je trouve ça génial. Les mecs ils créent leur propre site, ils mettent leur propre documentaire,
réalisés vraiment comme des pros. Et ensuite, dans ce documentaire, à la fin, ils cachent un petit détail, un petit indice qui ensuite donc va voilà, faire vraiment plaisir aux fans. Il n'y a aucune autre annonce officielle, on s'en fout. Pas besoin de l'annoncer officiellement, il y a ce petit détail qui nous fait kiffer. Et on est content. Et moi, je suis content. Rien que pour ça, je trouve que c'est fait d'une telle justesse, et en plus que sur leurs médias, etc., que beaucoup d'autres parcs devraient en prendre de la graine. Alors, pas créer leurs propres médias pour faire ça, mais ce que je veux dire, c'est un peu plus maîtriser leur communication, parce que même si on le savait déjà un petit peu, là ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits indices qui se cachent. Et voilà, donc je tiens vraiment à les féliciter, parce que rien que pour ce petit détail de communication, je trouve ça fabuleux. Et puis évidemment, avec tout ce qu'on a vu précédemment au sujet des rénovations, on voit que le parc se donne les moyens de rester au top au niveau donc de la prestation auprès du client, c'est-à-dire qu'il va garder un rapport qualité-prix excellent, mais surtout on ne se fout pas de la gueule du client. C'est-à-dire quand on va aller dans le parc, déjà il y aura beaucoup moins de chantiers, bon il y en aura quand même, mais il y aura moins de chantiers, c'est-à-dire que tout va être fait dans la période hivernale, mais surtout, vraiment, ils pensent à l'entretien du parc avec donc cette coupole, enfin cette sphère, la rénovation du parcours, etc. On voit vraiment qu'il y a cette volonté de bien faire, et ça fait plaisir. Et pour moi, c'est un grand respect envers les visiteurs, et on garde un certain standing, une certaine allure dans le parc. Et ça, pour ça, encore une fois, bravo, parce que c'est cool. Voilà, c'est à présent la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit un EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!